Salut voisin, ça va? Et si on allait s'expliquer? Je m'appelle Phil Broker. J'ai passé des années à vivre sous d'autres noms, à serrer des mains que j'aurais préféré casser, à sourire à des criminels qui me tueraient s'ils voyaient la moindre fêlure dans le masque. Agent de la D, j'ai infiltré un gang de bickers dangereux en m'asseyant avec eux, en roulant avec eux, en les regardant rire au-dessus de tables couvertes de poudre et d'armes. On bouge pas. Sale balance, tu vas crever. Le jour où l'opération a explosé, les balles ont coupé l'air comme des lames tranchantes. Non, il est infiltré. Lâche ton arme. Le fils de leur chef est tombé sous les tirs. Une promesse a suivi, froide comme une pierre gravée dans le marbre, je te retrouverai. Je n'ai pas oublié, on n'oublie jamais ce genre de regard chargé de haine pure. Alors j'ai tout rangé dans une boîte, j'ai pris ma fille Maddy, et j'ai déménagé dans une petite ville tranquille qui sent la pluie et le bois humide. La vie simple que j'espérais. Les comment s'est passée ta journée, du quotidien, j'y crois encore malgré tout. La première fissure arrive brutalement dans une cour d'école. Un gamin plus grand cherche Maddy, la pousse violemment. Maddy n'est pas du genre à baisser la tête sans se défendre. Le garçon vole dans les airs, s'écroule lourdement, le nez en sang. Ce n'est pas la gentillesse que je lui ai apprise, mais c'est l'instinct de survie que je lui ai donné sans le vouloir. Les parents débarquent, outrés et agressifs, la mère maigre et nerveuse, les yeux acérés par trop de nuits blanches passées sous l'emprise de la drogue, le père gonflé d'orgueil mauvais et de violence contenue. Il m'encercle sur le parking de l'école, parle fort, menace ouvertement ma famille. J'essaie d'éteindre le feu avec des mots mesurés. Je ne le blesse pas, je le préviens simplement. La ville est petite. Les rancunes circulent plus vite que les nouvelles dans ce genre d'endroit. Le shérif me rappelle fermement de garder mon tempérament en laisse. Son regard me jauge constamment, comme s'il cherchait la faille qui lui permettrait de me mettre dans une case bien définie. Je lui réponds sans agressivité apparente. Je veux sincèrement la paix. Je la mérite peut-être. Si vous aimez les trières d'action où un homme doit protéger sa famille contre toute une ville corrompue, abonnez-vous à Co-Cinéma pour ne rien manquer de nos récaps explosifs. La mère du gamin bousculé, c'est le regard assis des vengeurs, a un frère redoutable, un type qu'ici on appelle Gator. La ville parle de lui uniquement à voix basse, avec une peur palpable. Petit empire local de méthamphétamine, grand égo démesuré, la certitude arrogante que la boue des marais peut rendre invisible n'importe quel crime. Elle lui demande avec insistance de me donner une leçon sévère. Pour elle, je ne suis qu'un étranger prétentieux qui fait le malin. Pour lui, je vais rapidement devenir une opportunité en or. Le lendemain matin, je me rends au chantier de Jimmy pour clarifier les choses. Je garde les mains bien en vue et la voix basse pour éviter l'escalade. 2 types me suivent ensuite jusqu'à la station-service, ça part vite en affrontement violent, ça finit très mal pour eux. Je ne frappe pas pour faire mal gratuitement. Je frappe uniquement pour que ça s'arrête définitivement. Mais chaque corps au sol, chaque grognement de douleur, c'est une ligne de plus dans la colonne des comptes que Gator tient méticuleusement contre moi. La ville se rétrécit dangereusement autour de nous. La directrice de l'école me parle avec une gentillesse qui sent fortement la pitié déguisée. Le shérif m'observe constamment en coin, coincé entre la loi qu'il devrait faire respecter et la peur profonde de ceux qui la contournent avec violence. J'aurais sincèrement aimé qu'il soit net et honnête. Il ne l'est malheureusement pas. Le lendemain, on enfile nos bottes et on part monter à cheval comme d'habitude pour maintenir une apparence de normalité. Je regarde Maddy s'échauffer joyeusement dans la poussière, convaincu naïvement que la pression est retombée. Ce que je ne vois pas encore, c'est Gator, qui rôde déjà sournoisement autour de la maison, patient comme un vautour affamé. Il s'accroupit près du pick-up, plante méthodiquement sa lame dans mes pneus, puis se glisse silencieusement à l'intérieur de la maison. Il fouille méthodiquement, soulève les planches du plancher, ouvre mes cartons soigneusement cachés. Il trouve exactement ce qu'il cherchait, des traces irréfutables de mon ancienne vie dangereuse. Les pièces que je gardais précieusement au cas où l'enfer prendrait la route jusqu'à notre porte. Il comprend immédiatement qui je suis vraiment. Il ne comprend pas encore pleinement ce que cela implique pour lui. Quand on revient de notre promenade, Maddy parcourt anxieusement la maison en appelant son chat disparu. Rien, aucune réponse. Elle me demande inquiète si je l'ai vu. Je lui dis non, et en sortant vérifier la cour, je remarque immédiatement l'affaissement suspect du caoutchouc, la jante trop basse. 2 pneus crevés délibérément. Quelqu'un est venu pendant notre absence.
Mon ventre se serre instantanément, la trêve fragile qu'on espérait n'a jamais réellement existé. Pendant ce temps, Gator appelle son ex, Cheryl, serveuse dans un bar miteux mais bien connecté au bas-fond criminel de la région, et l'invite chez lui pour comploter sérieusement. Il lui déroule en détail tout ce qu'il a découvert sur moi, mes multiples identités passées, mon travail d'agent infiltré pour l'AD, comment j'ai directement aidé à démonter le réseau criminel de Danny. Leur idée est simple et sale, se rapprocher du vieux Danny en prison pour relancer la vendetta meurtrière contre moi, et en échange Danny laissera Gator écouler de la méthamphétamine en gros, tranquillement et sans compétition. Cheryl prévient prudemment que le vieux Danny n'est pas un type facile à amadouer, qu'il peut les retourner violemment en une seconde s'il flaire le piège. Gator lui répond avec arrogance qu'elle n'a qu'à le charmer un peu avec ses atouts féminins, que dès que la marchandise circulera librement, ils seront tous les deux riches et puissants. Elle s'exécute sans poser plus de questions, elle se rend jusqu'au relais de Danny et remet mes documents compromettants à son homme de main le plus fidèle. Même derrière les barreaux froids de sa prison, Danny a des yeux vigilants, des oreilles partout, des bras longs qui atteignent loin. Il donne immédiatement carte blanche totale sur mon cas et exige que je paie extrêmement cher pour la mort de son fils. Vous ne devinerez jamais jusqu'où cette vendetta va les mener. Restez avec nous et partagez cette vidéo avec vos amis fans d'action. Je débarque furieusement chez Jimmy en colère noire. Il ne comprend absolument rien à ce qui se passe réellement. Je lui dis clairement que s'il n'éclaircit pas tout de suite ce qui s'est passé chez moi, je ne laisserai pas passer cette intrusion. Puis je m'en vais brusquement, le laissant planté là, complètement paumé et confus. Un peu plus tard, un pote bien informé me glisse discrètement que Jimmy n'aurait jamais osé entrer chez moi de son propre chef, mais Gator, son beau-frère malfaisant, c'est une toute autre histoire. Ce type fait n'importe quelle saleté imaginable pour son intérêt personnel. À l'école, je croise Cassie, la mère du garçon. Je m'excuse sincèrement pour l'esclandre violent de l'autre jour. Les gamins se réconcilient naturellement en nous voyant sincères et apaisés. Cassie ne fait plus d'histoires inutiles et accepte même que Teddy vienne à l'anniversaire de Maddie. Quand la fête se termine joyeusement, je les salue poliment tous les deux. Il débarque furieusement chez sa sœur et lui ordonne sèchement de m'éviter à tout prix, même si ça veut dire maintenir la rancune initiale artificiellement. Teddy surprend la dispute violente sans le vouloir. De mon côté, je commence à creuser sérieusement. J'appelle un ancien collègue de confiance de l'ADA. J'apprends avec inquiétude que Gator essaie désespérément de se rapprocher de Danny en prison pour relancer la vengeance sanglante. Même emprisonné, Danny garde des bras armés et des yeux partout. Ils envoient des hommes dangereux vers notre petite ville. Je ne laisserai jamais Gator approcher ma fille. Le lendemain matin, je le trouve assis tranquillement avec Cheryl dans un café. Pas de détour inutile, je lui dis exactement ce que je pense de ses manœuvres. Je le planque là et je file directement droit à son laboratoire clandestin de méthamphétamine. L'endroit ressemble trait pour trait aux vieilles cuisines illégales de Danny que j'ai démantelées. Je fouille vite et propre, avec l'efficacité d'un agent entraîné. Dans un tiroir de bureau, je trouve la poudre blanche qu'il planquait soigneusement. Je fabrique rapidement 2-3 cocktails Molotov improvisés avec ce que j'ai sous la main. En passant dans une pièce adjacente, je tombe miraculeusement sur le chat de Maddie, enfermé et affamé. Quand je rouvre les yeux après avoir libéré l'animal, je vois les mêmes deux gars que j'ai déjà corrigés violemment à la station-service. Ils m'ont capturé, mains solidement liées, ils s'amusent cruellement, lavent leur humiliation cuisante de l'autre fois. Je serre les dents en silence. Et puis l'un lâche négligemment qu'ils s'en prendront directement à ma fille pour me faire vraiment souffrir. Là, c'est définitivement fini pour eux. Je me libère et les neutralise avec une violence froide et calculée. Je sais parfaitement que ça va monter dangereusement d'un cran, alors je me prépare mentalement et physiquement. Je dois d'abord absolument mettre Maddie en sûreté quelque part. La nuit où il décide finalement de frapper, l'air est épais et oppressant, les insectes frottent leurs ailes contre les moustiquaires comme pour nous prévenir du danger imminent. Les phares agressifs coupent la route sombre en deux. 2 véhicules menaçants, peut-être 3. Des silhouettes qui connaissent intimement la guerre, pas la petite bagarre stupide de bar. Ceux-là viennent de beaucoup plus loin. Ils ont le cuir usé des bicards professionnels et l'odeur du règlement de compte sanglant. Gator les a personnellement invités. Il veut livrer un trophée humain pour grimper rapidement dans la hiérarchie criminelle. Il pense naïvement me prendre facilement à domicile, transformer ma maison en piège mortel. Ils ont complètement oublié que je n'ai plus rien d'autre à perdre que ce que j'ai de plus cher au monde. Je me déplace sans le moindre bruit, avec l'entraînement des forces spéciales. Je tire seulement quand je suis absolument sûr de mon coup, ou assure. Le bois éclate violemment, les jurons roulent dans l'obscurité, l'un tombe lourdement dans l'embrasure, un autre tente désespérément la fenêtre. La maison devient progressivement une cage mortelle pour eux. Je n'ai pas le luxe inutile de la colère, je n'ai que la froide nécessité de survivre et protéger. Pendant que je retenais courageusement les loups affamés, ils ont tendu sournoisement la main vers l'agneau innocent.
Maddy disparaît en un souffle rapide de pneus sur l'asphalte. Les flics débarquent enfin sur les lieux du carnage. Je leur dis calmement, effraction, attaque armée, enlèvement d'enfants. Quelques secondes plus tard, le chef me tend la radio avec urgence. Maddy est en ligne, paniquée et terrifiée. Je la rassure de mon mieux avec une voix calme. Je pige tout de suite l'emplacement, le laboratoire de Gator dans les marais. J'embarque une voiture de patrouille et je fonce à toute vitesse à l'entrepôt abandonné. Cheryl, complètement livide, raconte nerveusement à Gator que j'ai étalé violemment tout le monde et qu'elle s'est repliée ici en catastrophe avec ma fille. Gator blêmit instantanément. Il sait parfaitement que je viendrai la chercher coûte que coûte. À ce moment-là précis, Cassie et son mari surgissent et lui demandent furieusement des comptes sur ce kidnapping. Ce sont des durs endurcis, pas des tueurs de sang-froid. Ils ne veulent pas d'un drame mafieux sanglant qui détruirait toute la communauté. Dans le vacarme assourdissant, Cassie reconnaît soudainement la voix terrifiée de Maddy quelque part dans le bâtiment en flammes. Elle cherche désespérément un interrupteur pour y voir clair dans la fumée épaisse, sans savoir que toute la structure est déjà amorcée, piégée par mes soins avec les cocktails Molotov. Cassie arrache Maddy les flammes rugissantes d'un extrémie, au péril de sa propre vie. Gator voit toute sa drogue et son empire brûler et retourne sa haine dévastatrice contre ma fille innocente. Cassie s'interpose courageusement. Il s'empoigne violemment. Gator perd complètement le contrôle. Le coup bat accidentellement. Sa propre sœur s'effondre lourdement, touchée mortellement au ventre. Fou de rage et de désespoir, ils craignent brutalement Maddy jusqu'à la voiture et décollent en trombe. Je le prends immédiatement en chasse à haute vitesse. Il a l'avantage du poids du véhicule, me percute violemment et m'envoie valser dans le fossé. On arrive finalement sur le pont étroit au-dessus du marais. Gator sort précipitamment, furieux et désespéré, l'arme à la main tremblante, décidé à me finir définitivement. Mon doigt entraîné trouve instinctivement la détente, puis je vois les yeux terrifiés de Maddy qui me regarde. Je baisse lentement l'arme. Je ne ferai jamais ça devant elle, peu importe les conséquences. Les sirènes hurlantes encerclent finalement le pont de tous côtés. Cheryl et Gator manquent menottés dans les voitures de police. Cassie respire encore miraculeusement, vivante par un miracle médical. Pour moi, ce n'est pas complètement clos. Je vais voir Danny directement en prison pour régler définitivement cette vendetta une fois pour toutes. Vous avez aimé ce récap intense où un père fait absolument tout pour protéger sa fille? Abonnez-vous à Co-Cinéma et partagez cette vidéo avec tous les fans de thrillers d'action. On se retrouve très bientôt pour d'autres récaps explosifs. À très vite sur Co-Cinéma.